Alors à l'occasion de ces 10 ans, le Cube lance sa revue en ligne, la première d'une longue série, je l'espère, la première d'une longue série de revues numériques, complètement bilingues. Le thème de cette revue, c'est l'empathie, avec plus de 20 textes passionnants. Et vous pouvez directement aller dès à présent, ça y est, c'est en ligne, sur le cuberevue.com ou le site du Cube, tout simplement. De nombreux rédacteurs ont participé à cette première revue, dont Serge Tisseron, qui parle beaucoup d'empathie, et que nous avions reçu ici lors d'un des rendez-vous du futur qui est organisé ici au Cube. Vous savez, ces rencontres de plus d'une heure participatives en direct sur Internet qui ont lieu ici tous les 2 mois. Mais il y a eu d'autres rédacteurs également. Alors là, je suis évidemment obligé de prendre des fiches parce qu'ils sont très nombreux, mais je vais pas tous les citer. Ce serait trop long. Éric Sadin, Jean-Jacques Birger, Hugo Verlinde, Amato Armand Etienne, Dominique Moulon, Michel Jaffrenou, ou encore Éric Legal, Jean-Louis Fréchin. Et vous, messieurs, vous y avez contribué également. Alors laissez-moi vous présenter, bien sûr. Alors, Serge Soudoplatov, enseignant, chercheur, auteur, spécialiste de l'Internet, des nouvelles technologies. Rémi Sussan, auteur journaliste, spécialiste du transhumanisme et des mondes virtuels. Roland Cahen, vous m'arrêtez si je me trompe, Roland Cahen, compositeur et musicien électro-acousticien. Ce débat est animé par Niels Azosmanov. Moi, je serai entre guillemets, le trubillon, c'est-à-dire que je serai le passeur de vos questions, amis internautes, et de vos questions, amis du public, et peut-être le maître du temps un tout petit peu également, pour que tout ça rentre bien dans les cases. Niels, la parole est à toi. Bonjour Rémi Sussan, Roland Cahen et Serge Soudoplatov. Merci beaucoup d'être avec nous pour fêter ces 10 ans du Cube. Alors nous avons choisi ce joli thème pour le premier débat de la journée, puisqu'il s'agit comme Éloi l'a dit, de l'empathie. Il l'a rappelé, on l'avait exploré avec Serge Tisseron, qui était venu ici pour relancer son livre « L'empathie au cœur du jeu social ». Et puis Jérémy Rifkin sort cet été en France, partout dans le monde, mais publié, donc traduit en français, son livre qui a été un véritable pavé dans la mare, qui a suscité beaucoup de réactions dans les médias depuis, et dont le titre est « Une nouvelle conscience pour un monde en crise vers une civilisation de l'empathie ». Alors, il y consacre une part importante aux nouvelles technologies, et c'est pourquoi nous allons tenter de voir avec nos invités si la révolution numérique, si le développement de nouvelles formes d'interaction sociale, de dynamique participative ou encore de relations sensibles peuvent développer, in fine, notre empathie. Rémi Sussan, Serge Soudoplatov, Roland Cahen sont ici pour exprimer leur point de vue. Mais tout d'abord, je vais demander à chacun d'eux de donner très rapidement sa définition de l'empathie, car j'ai en effet découvert que derrière ce mot qui veut littéralement dire « dans l'émotion » se cachent différents sens ou degrés d'empathie. Bref, déjà pour comprendre de quoi on va parler, c'est quoi pour vous l'empathie? Une définition en quelques mots. Qui veut se lancer? Roland, en quelques mots. C'est dur, hein? Alors, je vais citer quelqu'un, parce que j'ai découvert un article absolument passionnant qui dit beaucoup mieux que moi ce que je veux dire. En fait, Stefania Calandiaro, dans la Revue française de psychanalyse, en 2004, parle du travail de Robert Vischer en 1850. Et en fait, 1873, donc, c'est le premier sens en fait de l'empathie, hein, et qui désigne la relation esthétique qu'un sujet peut entretenir avec un objet, une œuvre d'art et le monde environnant. Donc là, je me positionne d'emblée de façon un petit peu atypique, puisque en général, quand on parle d'empathie, on parle de situation participative avec un autre. Mais je trouve ça extrêmement intéressant comme approche. Alors, je développerai peut-être un petit peu plus tard. On reviendra sur cette approche complexe tout à l'heure, mais déjà, que chacun donne sa définition, très simplement, de ce qu'est l'empathie. Moi, ça va être une définition assez bateau et assez simple, c'est-à-dire c'est la capacité de se mettre dans la tête de quelqu'un et de ressentir ses émotions et de ressentir ce qu'il ressent. Et Serge Soudoplatov? Ouais, définir en un mot l'empathie, c'est comme Yeltsin à qui on demandait Monsieur le Président, c'est quoi l'état de la Russie en un mot? Yeltsin répond good. Alors tout le monde rigole, il dit OK, Monsieur le Président, en 2 mots. Yeltsin dit not good. Bon, c'est peut-être ça l'empathie finalement. L'empathie, c'est souffrir avec, quoi. Après, on dérivera. Alors moi, je vais commencer par une question d'un internaute, une question de Michel sur le chat. Pourquoi parle-t-on autant d'empathie en ce moment? C'est un sujet qui revient beaucoup dans les médias.
Peut-être pour d'ailleurs prolonger ça, la question c'est aujourd'hui en un clic tout le monde est connecté avec tout le monde, donc il y a une espèce d'hyperproximité permanente. La question c'est est-ce que c'est ça peut-être qui crée plus d'empathie ou au contraire est-ce que c'est parce qu'on est noyé dans cette hyperconnexion qu'on a un besoin de retour sur soi-même et d'un contact plus humain si je puis dire quoi. Est-ce que ce besoin d'empathie n'est-il pas finalement une réaction à la virtualisation de nos relations quoi? J'attaque. Qui commence? En un mot, parce que on va en un mot. Après, on va attaquer les vraies questions. C'était une vraie question. La réponse est oui, mais quelle est la question, comme disait Woody Allen? En un mot, la grande différence entre aujourd'hui et avant, c'est pas du tout l'empathie, parce que ça, c'est un sentiment qui est générique, c'est Internet. Voilà. Ah, c'est pas mal. Alors, j'ai une question pour Roland Cahen. Alors, artiste du numérique. Alors, la littérature et le cinéma ont beaucoup contribué à nous ouvrir à l'autre, à se projeter en lui de façon empathique et grâce à la puissance de la fiction. Avec l'écrit, on imagine la scène. Avec le cinéma, on la visualise. On va peut-être un peu plus loin dans l'immersion dans la représentation de l'auteur. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, avec les nouvelles possibilités narratives ? Mon sentiment, c'est que ce qui est véritablement nouveau, c'est qu'on peut proposer en fait à l'œuvre de se comporter. C'est-à-dire qu'elle va avoir une dynamique qui lui est propre. Et dans le travail du compositeur et de l'artiste, il y a cette possibilité de concevoir en fait un comportement dynamique. C'est-à-dire, c'est pas simplement, enfin c'est pas simple, c'est peut-être plus compliqué d'une certaine manière de scénariser le comportement d'un personnage dans un déroulé comme ça peut être le cas dans un film. Bon, dans un film, on va se projeter vers les personnages, on va avoir une certaine empathie vis-à-vis des acteurs et des personnages. Mais l'acteur, lui, il n'y a pas de retour d'une certaine manière, sauf au moment où il joue. Au moment où il joue, il va jouer comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Dans les œuvres comportementales ou numériques, on va construire en fait le comportement de l'acteur, de l'œuvre, de façon à ce qu'il y ait un jeu relationnel qui évolue dans le temps. Alors justement, dans votre article, vous parlez de l'effet miroir entre le spectateur et l'œuvre comportementale. Et cet effet miroir permet l'élaboration d'un retour sensible, je vous cite, une forme de relation quasi vivante. Mais vous précisez également que derrière cette magie apparente, tout cela repose en fait sur une mécanique bien huilée, comme au théâtre, que vous résumez d'ailleurs par ce que Daniel Mesguich appelle « Dieu au théâtre ». Le public voit le comédien regarder le ciel, mais le comédien, lui, ne regarde que le deuxième projecteur en partant de la gauche. Alors, qu'est-ce que Dieu dans la création numérique et où est-ce que l'œuvre comportementale regarde ? Bon, je vais répondre par une boutade parce que la question est trop difficile. En fait, ce que vous décrivez dans l'article très bien, c'est qu'il y a une mécanique qui devient de plus en plus sophistiquée dans ce qui crée la relation entre l'œuvre et le spectateur. Alors au théâtre, j'ai bien compris, mais avec ces œuvres comportementales, qu'est-ce qui change justement par rapport au théâtre ? En réalité, cette mécanique, elle a toujours été très élaborée. Mais elle évolue de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va donner une certaine liberté de vie, en fait, aux visiteurs, aux spectateurs. Et on va permettre un certain nombre de possibles. Et puis après, il y a un peu d'aléatoire, que souvent, justement, il y a des artistes qui vont privilégier les comportements inattendus de l'œuvre ou les comportements inattendus des spectateurs. Mais il y a un tissage de possibles, alors que souvent, quand on fait des œuvres classiques, l'œuvre contient sa totalité en une seule fois, et c'est le spectateur seul qui projette dans l'œuvre son inconscient. Non, par rapport à Dieu, j'ai relevé cette... Y a-t-il un Dieu dans le numérique ? Cette citation d'Isaïe qui est très connue, qui traite d'empathie justement, qui dit « Le loup habitera avec l'agneau,
et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Donc ça, c'est une citation célèbre. Et après, il y a la version de Woody Allen qui dit « Le lion et l'agneau peuvent coucher côte à côte, mais l'agneau ne dormira pas bien. » Donc sur la question de l'empathie, il y a toujours cette... Enfin, il faut toujours être un petit peu méfiant parce qu'il y a toujours un point de vue et un autre. Hein. Oui, d'ailleurs... Et donc, ça s'applique également... L'empathie, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas l'adhésion au point de vue de l'autre. L'empathie, c'est la compréhension de son point de vue. On peut parfaitement comprendre et ne pas être d'accord. D'ailleurs, de la même manière, il y a toujours, pour reprendre ces neurones miroirs, ils nous permettent de ressentir de façon mimétique les émotions d'autrui. Ça peut provoquer de la compassion dans certaines situations. On l'a observé beaucoup chez les animaux, par exemple. Mais dans d'autres situations, ces mêmes neurones miroirs peuvent susciter des effets totalement inverses. Par exemple, la peur et la souffrance que l'agresseur perçoit chez sa victime provoquent chez lui une inhibition, une perte de l'activation émotionnelle qui va justement lui permettre d'accomplir son acte d'agression. Donc, moralité, l'empathie, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors, je vais me tourner vers... Oui. Je voudrais rajouter une chose par rapport à cette question des neurones miroirs dont on parle beaucoup. Bon, je ne suis pas neurologue, je ne connais pas très bien, mais quelqu'un qui en parle très bien, c'est Claude Belblé dans La musique et le corps, où il montre comment la musique représente le mouvement d'un corps intérieur, d'un corps idéalisé, qui sera en quelque sorte libéré de la pesanteur, qui n'aurait plus de volume, plus de taille et plus d'inertie. Et donc, c'est en fait peut-être là que se trouve la clé de cette question. Dans le numérique, en fait, on va manipuler ce corps évanescent et inconsistant et immatériel. On sera plus simplement dans la position de l'écouter, de le projeter dans son imaginaire. On sera aussi dans la situation de le manipuler. Donc, on va le réincarner. L'artiste va le réincarner. C'est-à-dire que si... la musique est d'une vélocité extraordinaire, comme une sonate de Beethoven jouée par Ashkenazi, par exemple, dans les parties très, très virtuoses. La contemplation auditive suffit, mais quand il faut soi-même le jouer, alors quand c'est les doigts du virtuose, c'est formidable, mais quand c'est l'ensemble du corps, ça devient beaucoup plus difficile. Donc il y a effectivement une espèce de hiatus, en tout cas dans le champ de la musique, où la musique est quelque chose d'extrêmement véloce. Cette difficulté de pouvoir manipuler, que le spectateur manipule lui-même la musique. Donc il y a quelque chose, on est quelque part entre l'œuvre écrite, l'œuvre qui s'autogénère et l'interaction entre le spectateur et l'œuvre. Alors, Rémi Sussand, vous dites quelque chose qui m'a fait froid dans le dos dans votre article. Vous dites que des recherches ont montré... Tenez-vous bien, pourquoi les chiots et des bébés figurent souvent dans les publicités de papier toilette. Leur image va en effet déclencher la production d'ocytocine, une hormone produite par le cerveau, qui renforce notre sentiment de confiance en nous et qui va donc renforcer, à notre insu, si j'ai bien compris, la confiance dans l'acte d'achat du papier toilette en question. Alors, est-ce que, selon vous, on va aller vers et avec les possibilités donc de plus en plus fines qu'offre le numérique, est-ce qu'on va aller vers des formes de narrativité de plus en plus sophistiquées qui joueront toujours plus habilement avec nos mécanismes psychologiques? Alors effectivement, on peut se demander si déjà aujourd'hui on a des formes narratives qui sont très très au point sur le développement de l'empathie, puisque la littérature par exemple permet de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre et de ressentir ses émotions, peut-être plus à mon avis comme vous dites tout à l'heure que le cinéma, parce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et effectivement il y a eu des recherches qui touchent j'ai toujours peur quand il s'agit de parler juste un petit avertissement, quand on parle de neurones miroirs, d'ocytocine, etc. Il faut savoir que ce sont des idées qui changent chaque semaine. C'est-à-dire qu'on va vous dire une semaine, c'est extraordinaire. La semaine suivante, on va vous dire, mais non, ça n'a strictement aucun effet. Puis la semaine suivante, on va dire, mais non, c'est extraordinaire. Donc c'est toujours très, très difficile de dire, nous savons ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors par exemple, pour la littérature, il y a eu une chercheuse en psychologie qui s'appelle Lisa Dunstein, qui a étudié ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est vraiment une espèce de version très intellectuelle de l'empathie, c'est-à-dire, je sais ce qu'il y a dans votre esprit. Donc je peux comprendre ce qui se passe. Et elle a étudié des auteurs comme Virginia Woolf, et elle découvre qu'il y a des degrés de théorie de l'esprit jusqu'à 7 niveaux. C'est-à-dire, je sais que vous pensez qu'il pense, que nous pensons qu'il pense. Ce qui, logiquement, dans notre vie quotidienne, n'est pas
n'est pas courant. Donc ça veut dire que déjà on a des formes comme très traditionnelles qui développent cette forme-là d'empathie. Alors la question est toujours qu'est-ce que l'empathie, bien sûr, qui peuvent se poser. Maintenant, est-ce que les nouvelles formes narratives, je pense qu'il faut séparer l'histoire des chiots et l'idée des nouvelles formes narratives. On peut se demander si le jeu vidéo, par exemple, peut permettre plus aisément de se mettre à la place et de ressentir ce que ressent quelqu'un d'autre par le jeu ou par les univers virtuels. Dans les univers virtuels, par exemple, si je prends, je pense que tout le monde connaît un peu le principe des univers virtuels. J'ai un avatar en 3D qui se promène dans un monde parallèle, entre guillemets, qui est un monde numérique. Et selon l'avatar que j'adopte, non seulement mon comportement va changer, mais le comportement des autres avatars va changer vis-à-vis de moi. Donc ça peut permettre effectivement d'imaginer des manières de se mettre à la place de quelqu'un. Je vous donne un exemple très bête qui a été apparemment établi. Je dis toujours apparemment, je mets toujours des guillemets, parce que comme je vous dis, la semaine prochaine, ce sera peut-être plus le cas. Un avatar grand aura plus de chances de susciter la confiance qu'un avatar petit. Donc, à la limite, si vous êtes quelqu'un de grand qui a très confiance en lui, essayez d'être petit pendant quelques heures et essayez de voir ce qui va se passer. Ou l'inverse. Alors, chose intéressante, si vous êtes petit et que vous avez un avatar grand, toujours d'après des recherches de l'université de Stanford, non seulement vous allez susciter plus la confiance des autres avatars, mais vous allez booster votre confiance en vous quand vous avez débranché l'ordinateur. Donc thérapie, etc. Donc il y a effectivement des pistes, mais comme toujours, le problème de ces pistes, c'est qu'elles sont établies par des expériences psychologiques sur un petit panel d'étudiants pendant quelques mois, avec des systèmes statistiques qui sont pas toujours sûrs. Donc il faut surtout pas être dans l'affirmation. Pour en venir à l'ocytocine, le problème c'est qu'il y a encore 2 mois, on nous disait que l'ocytocine était un produit extraordinaire, effectivement, qui donnait la confiance les uns dans les autres et que c'était vraiment le neurotransmetteur de l'amour universel. Et on a découvert il y a quelques semaines, ou on pense avoir découvert, que en fait l'ocytocine, elle rapproche les gens du même clan, c'est-à-dire les gens que vous connaissez déjà et que vous appréciez, elle augmente la confiance, elle augmente pas du tout la confiance envers les étrangers, et en plus, comme vous l'avez dit, ça aurait tendance à nous rendre très sensibles à des suggestions un peu stupides. Alors, vous dites que la technologie, toujours dans le même article, et les neurosciences seraient en mesure de faire de nous des empathes aussi exemplaires que la séduisante conseillère Dina Troy dans la série Star Trek. J'ai adoré Star Trek. Technologie et neurosciences pourraient donc nous aider à cultiver les 6 perfections que sont la générosité, l'honnêteté, la tolérance, l'énergie, la concentration et la sagesse. Comment on fait tout ça ? Alors, d'abord, je ne sais pas si les neurosciences peuvent le faire. Je peux vous dire simplement que des gens pensent que les neurosciences peuvent le faire. Moi, je n'ai pas le niveau pour vous dire. Les six qualités dont vous parlez, c'est en fait les 6 qualités du bodhisattva dans la tradition bouddhiste. Et il y a un courant dans des milieux très futuristes qu'on appelle transhumanistes, qui sont les cyberbouddhistes, qui veulent effectivement créer des surhommes empathes, c'est-à-dire, au lieu d'imaginer des surhommes nietzschéens par-delà le bien et le mal, au contraire, des gens très sensibles à ce qu'est le bien et ce qu'est le mal et à la souffrance d'autrui. Et donc, ils essaient, parce que, bon, faut dire un truc sur le bouddhisme, c'est que ça marche pas toujours très bien. Enfin, ça marche peut-être au bout de 30 ans et allez savoir. Mais ils essayent de remplacer ça, effectivement, par des techniques qui seraient la neurochimie, les implants, l'intelligence artificielle, etc. Alors, on va rester dans la veine bouddhiste. Serge Soudoplatov, vous dites que Internet est peut-être, c'est une très jolie formule, le média réconciliateur, celui qui nous permet d'aborder plus sereinement un monde à 7, bientôt 9 milliards d'individus. Et si l'on veut participer collectivement à la co-construction de ce monde, peut-être faudrait-il déjà, je vous cite, commencer par être en paix avec les diverses composantes de soi-même. Pensez-vous qu'Internet représente une forme de tout dans lequel on pourrait aller jusqu'à s'oublier, ou est-ce qu'au contraire cette globalité nous oblige nécessairement à un retour sur nous-mêmes ? Finalement, est-ce qu'Internet n'est pas un miroir ? Je crois que d'abord Internet c'est un ensemble de technologies. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les sentiments finalement évoluent peu. Hein. On aime, on déteste, à peu près de la même manière aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. En revanche, la manière d'exprimer l'amour, la haine, l'empathie, etc., change en fonction des apports technologiques. Le cinéma permet de gérer de l'empathie, la radio aussi, le livre aussi, etc. Je crois que la chose qui est importante à ne pas oublier, c'est qu'Internet, avant tout, c'est le peer-to-peer, c'est le pair à pair. Hein. Le peer-to-peer que l'industrie du contenu a tellement démoli qu'un de mes étudiants écrivait ça PIRE, Théo, PIRE. Bon, c'est faut quand même le faire. Mais, et c'est ça qu'on oublie. Internet, c'est avant tout un outil communautaire, finalement. Hein. C'est quelque chose qui permet
de gérer les relations avec les autres. Alors pourquoi ? C'est parce que justement, on est 7 milliards, mais surtout qu'on passe notre journée à interagir. Et c'est pas Internet la cause, c'est Internet le remède. Et donc je crois que surtout Internet est quelque chose qui permet finalement de fluidifier et de nous aider à gérer un collectif. Si je voulais résumer Internet en une phrase, puisqu'on a l'air d'aimer ça, c'est ce qui permet de passer d'une sorte d'intelligence individuelle à une intelligence collective. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'Internet est un réseau neutre. C'est-à-dire ça véhicule ce qu'on y met. On y met de la laideur, Internet véhicule de la laideur. On y met de la beauté, ça véhicule de la beauté. On y met de l'intelligence, ça véhicule de l'intelligence. Moi, j'ai le sentiment, peut-être je me trompe parce que je ne suis pas sociologue, mais qu'aujourd'hui, un des grands travers de notre monde, c'est qu'on déchire les gens entre le rationnel et l'émotif. J'ai vu souvent des managers dire à leurs salariés « T'es un mec génial, t'es fabuleux, t'es extraordinaire et tout, bien sûr, je t'augmente pas. » Bon, alors là, d'un seul coup, le signal qu'on reçoit par le canal rationnel est l'antithèse du signal qu'on reçoit par le canal émotionnel. Et ça fabrique des schizophrènes. Comme je dis toujours, plaquer Internet sur une hiérarchie, vous allez faire des schizophrènes. Et je pense qu'un des grands débats aujourd'hui, c'est de se réconcilier soi-même. Et ce qui est intéressant avec Internet, c'est que c'est quelque chose qui véhicule le tout. Moi, je me suis souvent baladé dans les forums de discussion, que j'adore, parce que le forum, c'est l'expression la première, la plus du peer-to-peer. Et je ne peux pas m'empêcher de citer un forum qui a été fondé par une femme de 55 ans, qui est s'appelle le forum thyroïde. C'est une femme qui avait des problèmes de thyroïde et qui a réussi à monter une communauté de 12 000 membres, qui se sont échangés plus de 350 000 messages. Et un jour, dans ce forum, une femme arrive et dit « Je suis désespérée, mes problèmes de thyroïde sont réglés, mais ma fille, qui a 18 ans, c'est même de se déclarer. Et je sais que c'est génétique. » Et là, on voit tout à fait le drame de cette mère, parce qu'elle se gère, mais alors quand c'est sa fille, c'est dramatique, quoi. Aussitôt, la communauté se mobilise, mais pas se mobilise avec la psychologie à 2 francs 6 sous. Mobilise en disant « Ok, montre-nous ces résultats d'analyse. » Et encore une fois, il n'y a pas de diagnostic, il y a des comparaisons de trajectoire, mais des comparaisons rationnelles. Les gens qui disent « Ah ouais, je suis passé par les mêmes étapes, voici, etc. » Donc que du rationnel, quoi. Mais du rationnel empathique, quoi. Et puis au bout d'une semaine, la fille rentre dans le forum et devant tout le monde dit « Maman, je ne t'en veux pas. » Bon. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire parce qu'on a une magnifique harmonie entre ce que reçoivent les gens sur le canal rationnel et ce que reçoivent les gens sur le canal sensoriel. Et donc, pour moi, l'empathie, c'est intéressant quand c'est... prenons l'exemple du médecin. On veut que le médecin soit à la fois empathique, mais on veut qu'il soit compétent. Voilà. Il y a effectivement une autre dimension sur Internet. Tout le monde est sur scène, sous les projecteurs, avec... où des millions de personnes s'exposent aux yeux des autres dans des situations très diverses et souvent fictives. À élargir son propre répertoire empathique, à acquérir une mobilité sociale et affective, à développer peut-être in fine notre empathie. Mais pour autant, vous soulignez que être autrui, c'est un geste difficile. Je n'ai pas si facilement l'autre. Et l'empathie, dites-vous, c'est beaucoup d'énergie. Alors, pessimiste, optimiste ? Oui, comme disait cet extraordinaire médecin suédois, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis un possibiliste, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Internet nous permet d'exprimer. Oui, c'est pas facile d'être à la place d'un autre, ça demande de l'énergie. Déjà, moi, dans ma place à moi, j'ai envie d'être bien, alors s'il faut qu'en plus j'extrapole et que... Il y a un chiffre qui est très connu, sur Facebook, on a en moyenne 130 amis. Mais les sociologues disent qu'on n'en a que 17 avec lesquels on interagit vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de 17 est le même dans la vraie vie. C'est-à-dire le 18e qui arrive avec ses problèmes de cœur, de patron, de chien, de chat, etc. On dit « Ok, stop, j'en ai déjà 17, j'ai plus de bande passante pour traiter 18 personnes. Donc tu attendras ton tour comme tout le monde. » Non, je crois que, oui, Internet, c'est la cour de récré à 2 milliards d'internautes, quoi. Ce qu'on a à apprendre... La règle n'est pas exactement la même, il ne faut pas se comporter la même chose, quoi. Alors il y a des gens qui disent, je ne sais pas ce que ça veut dire, jette ça sur la table, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie publique. La dernière frontière, c'est l'intimité, c'est la vie intime. Ça, c'est le truc qu'on protège. On va peut-être proposer... Voilà, je vois que Éloi a l'œil sur la pendule. L'idée, c'est que ça soit un débat, effectivement. Une petite pendule. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, éventuellement, autour de l'empathie? Questions à poser à nos invités? Dans le public, moi j'en ai sur Internet, mais allez-y, public. Toujours plus facile sur Internet. Non, je n'en vois pas. Alors j'ai une question sur Internet qu'on m'a envoyée. Je ne sais pas évidemment à qui elle s'adresse, mais sans doute aux 3. Un monde fait de machines et de robots peut-il être un monde où règne l'empathie?
peut-être pas répondre, mais donner Donner les éléments de réponse. un élément de réponse. Dans la musique classique, c'est l'expression du corps gestuel, c'est-à-dire de la physique humaine, qui est le référent. Dans la relation humaine, c'est toujours le personnage, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de s'identifier à un personnage qu'à un objet. Et donc, on aura beaucoup plus d'empathie vis-à-vis d'un personnage que vis-à-vis d'un objet. Donc, évidemment, le robot peut, dans ce cas-là, être comparé à un objet. Mais il y a deux éléments qui sont importants. Alors, il y en a un qui sera peut-être traité par d'autres qui connaissent mieux cette question que moi, qui est que peut-être un avatar plus simple, plus mignon, avec moins de traits, moins de précision, peut permettre plus d'empathie que quelqu'un qui est mieux représenté. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Et que d'autre part, en musique, on a beaucoup évolué dans les dernières années, c'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui était vraiment de l'expression physique du gestuel, avec la musique électronique, dans des couleurs sonores, dans des couleurs musicales qui sortent complètement de la gestualité et de la référence humaine. Et c'est-à-dire que, par exemple, avec la musique techno, c'est très fort. Pendant des années, je disais à mes élèves musiciens dans les conservatoires, faire de la musique électroacoustique, c'est pas forcément le geste de l'instrument. La dynamique musicale n'est pas forcément le geste de l'instrument. Tout le monde me regardait bizarrement. Et puis un jour, j'ai dit ça, en insistant lourdement, comme je faisais d'habitude, pour que le dépasse. Puis l'élève qui était en face de moi m'a dit « bien sûr, c'est évident ». Je dis « oui, en techno, le geste, on s'en fout ». Alors là, je me suis dit qu'il y avait une page qui avait été tournée. En fait, elle a été tournée depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est assez important. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'empathie par rapport à des objets, par rapport à des formes qui sont très éloignées, finalement, de ce qu'on entend habituellement par la relation de personne à personne. Merci Roland. D'autres éléments de réponse, éventuellement, Rémi, Serge ? C'est une question qu'on se pose beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'effectivement... Il n'y a pas d'humains. Si, il y a des humains, mais on voudrait justement que ces robots et que ces intelligences artificielles, surtout si elles sont plus intelligentes que nous, soient quand même relativement sympas avec nous. Et donc, effectivement, se pose la question de machines qui auraient un comportement éthique, voire empathique, c'est-à-dire qui seraient à la place, capable de se mettre à notre place et de ressentir les choses comme nous les ressentons. Et c'est très difficile, parce qu'effectivement, on ne sait pas du tout programmer ça. Alors, effectivement, en science-fiction, mais c'est beaucoup passé chez les chercheurs, il y a les fameuses 3 lois de la robotique. Un robot ne peut pas... la première loi, c'est un robot ne peut pas faire du mal à un être humain. La deuxième loi, c'est qu'il doit obéir, je crois. Et la troisième loi, c'est qu'il doit sauver sa vie, ou l'inverse, quelque chose comme ça. Maintenant, la question est, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit pour développer une vraie empathie ? Toute l'œuvre d'Asimov, justement, sur ces 3 lois, c'est de montrer comment, avec ces 3 lois, finalement, les robots peuvent quand même se montrer des fois dangereux. Donc, effectivement, c'est pas si simple. Et effectivement, la question qui se pose, c'est quel type d'éthique qu'il faudrait programmer à ces intelligences artificielles pour qu'elles se montrent réellement morales, au sens où nous on l'est. Parce que par exemple, vous avez l'éthique utilitarienne, qui est de dire, il faut maximiser le bonheur de tous, et si pour maximiser le bonheur de tous, il faut faire quelques sacrifices de personnes, il faut y aller. Et effectivement, une machine peut très bien raisonner là-dessus et dire on va sacrifier 1 milliard de personnes parce que comme ça, et elle pensera agir de manière totalement éthique. Donc c'est vraiment quelque chose qui se pose comme question. On en vient à se poser la question, effectivement, de quelle éthique, comment décrire l'éthique pour pouvoir la programmer. Comment programmer l'éthique chez les machines ? Serge, un dernier mot, il me reste 30 secondes, je suis vraiment désolé. 30 secondes. 30 secondes, d'abord, je connais qu'un seul robot qui répond à cette demande, c'est Marvin, le robot dans l'extraordinaire livre Le Guide du routard galactique. Il est d'une intelligence extraordinaire. Pour lui, il considère qu'un être humain et un tapis ont à peu près la même intelligence, sauf qu'il est tout le temps déprimé. Donc à chaque fois qu'on lui pose une question, il dit, écoutez les gars, j'ai la réponse, mais m'emmerdez pas, etc. Non, je crois qu'il y a derrière, il y a Kurzweil, la singularité, on est un trajet sur des machines. Il faut pas oublier l'extraordinaire découverte de Pasteur. C'est la différence entre les molécules du vivant et du non-vivant, c'est que les molécules du non-vivant sont symétriques et que les molécules du vivant sont asymétriques. Vous prenez l'ADN, on le prend dans un miroir, ça tourne différemment. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que les molécules asymétriques pour être le support des sentiments. Merci messieurs, merci. On a réussi à tenir pile poil dans le temps imparti. Niels a dû nous abandonner pour aller accueillir, ce sont les joies du direct également, aller accueillir d'autres invités.
Merci encore d'avoir participé à ce premier débat. Alors, avant de retrouver de nouveaux invités dans un prochain face-à-face, je vous propose d'être des empâtes avec des fantômes du temps. Devant le Cube, là, on voit des riverains complètement hallucinés devant une œuvre. Donc, je vous invite à aller au Cube et de voir devant dans la rue une œuvre signée Vincent Lévy. Et c'est une installation vidéo comportementale. C'est passionnant et c'est tout de suite.